Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des algorithmes de régression en apprentissage automatique. Bonjour. Oui, un sujet absolument clé. Exactement. On s'appuie sur des notes, des extraits d'un document technique visiblement lié à la science des données. L'idée, c'est de décortiquer ces outils qui nous aident à prédire des chiffres. Un prix immobilier, la température de demain, la demande pour un produit, les applications sont partout. Notre mission aujourd'hui, démystifier tout ça. Comprendre comment ça marche, pourquoi on choisit une méthode plutôt qu'une autre, c'est ça l'enjeu. Prêt? Allons-y. La régression, c'est vraiment fondamental en machine learning. Prédire une quantité, ça paraît simple, mais la variété des approches est assez impressionnante. C'est ça qui est intéressant. Trouver le bon outil dans cette grande boîte. Tout à fait. Le défi, c'est de choisir le plus juste, le plus pertinent pour le problème qu'on a sous la main. Et c'est passionnant de voir comment chaque méthode essaye de capturer une facette de la réalité cachée dans les données. Ok, alors commençons par la base. Apprentissage automatique supervisé. Pour la régression, ça implique quoi concrètement? Alors, superviser, ça veut juste dire qu'on apprend avec des exemples corrigés. Imaginez un tableau. D'un côté, les caractéristiques d'une maison, surface, nombre de chambres, etc. Et de l'autre, son prix de vente réel. L'entrée et la sortie connue, fournie par l'enseignant en quelque sorte? Exactement. L'algorithme voit plein de paires comme ça et il essaie de deviner la règle, la fonction mathématique y égale f de x qui relie les caractéristiques x au prix y. Et le but, c'est de prédire le prix pour une nouvelle maison? Voilà, une maison dont on connaît les x, mais pas encore le y. Mais j'imagine que la prédiction, elle tombe jamais pile poil sur le vrai prix. Non, bien sûr, il y a toujours un écart entre le vrai y et le y prédit. C'est l'erreur, le résidu. Et tout l'art consiste à rendre cette erreur, en moyenne, la plus petite possible sur les données d'apprentissage. Mais attention au piège. Oui, le piège, c'est d'apprendre par cœur. Si l'algo colle trop aux exemples vus, il risque d'être mauvais sur des données nouvelles, inconnues. Il faut qu'il généralise bien. C'est l'équilibre à trouver. Les sources parlent de SSE, MSE, somme des erreurs au carré, erreur quadratique moyenne. Pourquoi ce carré? Ah, le carré, il a deux fonctions clés. D'abord, il rend toutes les erreurs positives, que la prédiction soit trop haute ou trop basse. Ensuite, et c'est crucial, il pénalise beaucoup plus les grosses erreurs. Ah oui, une erreur de 10, ça fait 100 dans la somme, une erreur de 2, seulement 4. Exactement. Ça pousse l'algorithme à éviter les prédictions qui sont vraiment très loin. Ces métriques, SSE, MSE, MPE aussi parfois pour le biais, ça nous aide à mesurer, à comparer les modèles. D'accord. Alors, les modèles eux-mêmes. Le grand classique, le point de départ, c'est souvent la régression linéaire, non? OLSR, MLR? C'est ça. Simple en apparence, mais fondamental. L'idée de base, c'est de supposer que la relation entre les entrées X et la sortie Y est une ligne droite. Ou un plan si on a plusieurs X. Mathématiquement, ça donne quoi? Quelque chose comme Y égale bêta 0 plus bêta 1x1 plus bêta 2x2 plus... L'algorithme cherche les meilleurs coefficients bêta, ceux qui minimisent la fameuse somme des erreurs au carré, la SSE. C'est la méthode des moindres carrés ordinaires, OLS. Quels sont ses avantages et ses limites? Parce que si c'était si simple, on l'utiliserait tout le temps, j'imagine. Son gros point fort, c'est l'interprétabilité. Le bêta 1, il nous dit direct, si x1 augmente d'une unité, y change de bêta 1 en moyenne. C'est clair, facile à expliquer, c'est aussi rapide, peu gourmand en mémoire. Mais Mais, premièrement, ça suppose que la relation est linéaire. Si c'est une courbe, ça marche pas bien. logique. Deuxièmement, ça suppose que les erreurs sont réparties pareil partout. Le mot, c'est d'élasticité. Si les erreurs sont plus grandes pour les grandes valeurs de x, par exemple, les estimations sont moins fiables. On peut parfois corriger avec les moindres carrés pondérés, WLS. D'accord. Et puis, c'est sensible aux points aberrants, les outliers qui peuvent tirer la droite. Et ça marche de DAS qu'avec des chiffres en entrée. Ok. Donc, le monde n'est pas toujours linéaire, mais même dans ce cadre, on entend parler d'overfitting et de multicollinéarité. C'est quoi ces bêtes-là? Alors, l'overfitting ou surajustement, c'est le piège dont on parlait. C'est quand le modèle colle trop bien aux données d'entraînement. Il apprend le bruit, les détails spécifiques de ces données. Du coup, il est génial sur ce qu'il a vu. Mais nul sur les nouvelles données. Exactement comme apprendre par cœur les réponses d'un test blanc sans comprendre le cours. Et la multicollinéarité.
Ça, c'est quand plusieurs variables d'entrée sont très liées entre elles, genre la surface en mètres carrés et la surface en pieds carrés pour prédire le prix d'une maison. Elles disent presque la même chose. Le modèle sait plus à qui attribuer l'effet. Voilà, les coefficients bêta deviennent instables, on ne peut plus trop leur faire confiance. D'accord. Alors comment on fait pour maîtriser ce modèle linéaire, pour éviter ces écueils? Les documents insistent sur la régularisation. Oui, la régularisation y est l'astuce très maligne. L'idée, c'est d'ajouter une sorte de pénalité quand l'algorithme cherche les meilleurs bêtas. Au lieu de juste minimiser l'erreur SSC, il minimise SSC plus pénalité. Et cette pénalité, elle dépend des bêtas, hein? Exactement, elle dépend de la taille des coefficients bêta. Ça force le modèle à être plus sage, à garder ses coefficients petits. Ça le rend moins sensible au bruit, donc ça lutte contre l'overfitting, et plus stable s'il y a de la multicolinéarité. Et là, il y a les deux stars, Ridge et Lasso. C'est quoi la différence clé? Alors, la Ridge régression, elle utilise une pénalité L2, la somme des carrés des coefficients. Ça a tendance à réduire tous les coefficients, à les ramener vers zéro, mais sans jamais les annuler complètement. C'est bien quand on pense que beaucoup de variables ont un petit effet. Ok. Et Lasso? Le lasso, lui, utilise une pénalité L1, la somme des valeurs absolues des coefficients. Et là, c'est la magie. Cette pénalité L1 peut forcer certains coefficients à devenir pile zéro. Ah, donc le Lasso, il fait une sélection de variables en même temps. Il vire celles qui servent à rien. Précisément, c'est son grand avantage. Si on a plein de variables et qu'on pense que seules quelques-unes comptent vraiment, l'asso peut les identifier et mettre les autres de côté. C'est super pour simplifier le modèle et mieux le comprendre. C'est malin, ça. Très. Et pour être complet, il y a aussi l'ElasticNet, qui mixe les deux pénalités L1 et L2 pour essayer de combiner leurs avantages. Et le LARS, une approche un peu différente, itérative. Super clair. On a vu aussi la PCR, régression sur composante principale. Ça, c'est encore autre chose. Ça agit avant la régression. Oui, la PCR, Principal Component Regression, elle prend le problème en amont. D'abord, elle fait une analyse en composantes principales, une ACP ou PCA. Qui résume l'info des variables d'entrée. C'est ça. Elle crée de nouvelles variables, les composantes principales, qui capturent le max de variance et sont indépendantes entre elles. Ensuite, on fait une régression linéaire classique, mais juste avec quelques-unes de ces nouvelles composantes. Donc, ça réduit la dimension, ça aide contre la multicolinéarité, une autre forme de régularisation, en quelque sorte. Tout à fait. C'est une manière de simplifier et de sélectionner l'information pertinente avant même de modéliser. Bon, on a bien équipé notre régression linéaire. Mais si la relation, elle est juste courbe, vraiment pas linéaire. Alors là, on change de registre. Une idée assez simple, c'est la régression polynomiale. Au lieu de y égale bêta 0 plus bêta 1x, on tente y égale bêta 0 plus bêta 1x plus bêta 2x carré, par exemple, voire avec des x au cube, etc. Ça permet de faire des courbes? Oui, mais attention, techniquement, ça reste linéaire pour les statisticiens, car c'est linéaire par rapport au bêta. Et le risque, c'est qu'avec des degrés élevés, on retombe vite dans l'overfitting, avec des courbes qui font des zigzags bizarres pour passer par tous les points. On peut aussi segmenter. Les sources parlent de régression linéaire par morceaux. Exactement. C'est une approche assez intuitive. Si on voit que la tendance change à un certain point, on peut modéliser avec différentes droites sur différentes zones des données. Ça marche bien s'il y a des cassures nettes. Et ces fameux GLM et GAM, modèle linéaire généralisé, modèle additif généralisé, ça a l'air plus général, justement. C'est ça. Les GLM sont une super extension de la régression linéaire. Ils sont utiles quand la sortie Y ne suit pas une loi normale. Par exemple, si Y est un comptage, nombre de clics, de défauts, on utilise souvent une loi de Poisson. Ah, la régression de Poisson. Voilà, c'est un type de GLM. Les GLM permettent aussi de modéliser des relations non linéaires entre la moyenne de Y et les X via ce qu'on appelle une fonction de lien. Et les GAM, ça va encore plus loin. Oui, les gammes, eux, sont encore plus flexibles. Au lieu de fixer une forme linéaire, polynomiale, un gamme modélise Y comme une somme de fonctions lisses, des courbes flexibles des variables d'entrée X. C'est l'algorithme qui apprend la forme de ces courbes directement à partir des données. C'est puissant pour capturer des formes complexes sans avoir à les deviner à l'avance. Très puissant. Ça demande un peu plus de données et de calculs, mais ça peut vraiment bien s'adapter.
Ces fonctions lisses, ça me fait penser à des méthodes encore plus adaptatives comme Mars. C'est quoi ce truc? Mars, Multivariate Adaptive Regression Splines, c'est une technique non paramétrique assez bluffante. Non paramétrique, ça veut dire qu'on fait très peu d'hypothèses sur la forme de la relation. Comment ça marche? Mars construit le modèle pas à pas en utilisant des fonctions charnières. Imaginez des règles flexibles. Mars trouve les meilleurs endroits pour plier ces règles pour qu'elles suivent au mieux les données. Il ajoute des paires de ces fonctions, crée des segments, puis il simplifie en enlevant celles qui sont moins utiles. Ça peut trouver des non-linéarités et même des interactions entre variables tout seul? Oui, c'est sa force. Par exemple, l'effet de x1 peut dépendre de la valeur de x2. Mars peut le découvrir, c'est très fort. Il y a aussi l'OSAS, une autre méthode locale qui ajuste des petits polynômes sur des voisins. Impressionnant. Changeons un peu de style avec une méthode très intuitive. Les cas plus proches voisins, KNN. Comment on prédit un nombre avec ça? Ah, le KNN, K Nearest Neighbors, c'est d'une simplicité conceptuelle. Pour prédire la valeur y d'un nouveau point, on regarde simplement ces cas voisins les plus proches dans les données d'entraînement, proches en termes de caractéristiques x. Et la prédiction, c'est quoi? C'est la moyenne des valeurs y de ces cas voisins, tout simplement. On peut aussi faire une moyenne pondérée. Les voisins très proches comptent plus. On parle parfois de LWL, Locally Weighted Learning. Logique. Les inconvénients. Ça. Et le choix de K, le nombre de voisins, est crucial. C'est un hyperparamètre à régler. Mais une application sympa, c'est pour imputer des données manquantes. On estime la valeur manquante en regardant celle des voisins. Pas mal. Bon, on a vu plein de modèles individuels. Et si on combinait leurs forces? C'est l'idée des méthodes d'ensemble, c'est ça? Exactement. L'union fait la force. Les méthodes d'ensemble combinent les prédictions de plein de modèles, souvent des modèles simples comme des arbres de décision, pour obtenir une prédiction finale plus stable et souvent plus précise. Un peu comme demander l'avis de plusieurs experts, le Random Forest, c'est le plus connu. Oui, le Random Forest, forêt aléatoire, c'est un excellent exemple. Il construit des centaines, voire des milliers d'arbres de décision. Chaque arbre est entraîné sur un échantillon un peu différent des données, tiré avec remise, c'est le bagging, et en ne regardant qu'une partie des variables à chaque nœud. Et pour la régression, la prédiction finale? C'est la moyenne des prédictions de tous les arbres. Ça lisse les erreurs, ça corrige la tendance des arbres seuls à surajuster. C'est robuste, souvent très performant, surtout sur des données complexes. D'accord. Et le boosting, genre GBM, XGBoost, c'est différent du bagging? Oui, l'approche est différente. Le boosting, c'est séquentiel. On construit les modèles les uns après les autres. Chaque nouveau modèle essaye spécifiquement de corriger les erreurs faites par l'ensemble des modèles précédents. C'est comme une équipe où chacun apprend des erreurs des autres, hein? C'est une bonne image. Des algos comme GBM, Gradient Boosting Machine, ou encore plus populaire XGBoost, sont basés là-dessus. XGBoost en particulier ajoute plein d'optimisation et de régularisation pour être très rapide et éviter l'overfitting. C'est souvent ceux qui gagnent les compétitions, non? Très souvent, ils sont extrêmement performants. Le revers, c'est qu'ils peuvent être un peu plus complexes à paramétrer et à interpréter qu'un random forest, par exemple. Logique. Et les réseaux de neurones dans tout ça? On les voit partout, pour la régression aussi. Ah oui, bien sûr. Les réseaux de neurones artificiels, ENN, sont des outils très flexibles, capables de modéliser des relations extrêmement complexes. Pour la régression, une architecture classique, c'est le perceptron multicouche, MLP. Comment ça marche, en gros? C'est un réseau de neurones organisé en couches. L'information passe à travers, transformée par des poids sur les connexions et des fonctions d'activation non linéaires dans les couches cachées. Le réseau apprend en ajustant ses poids pour minimiser l'erreur, souvent par rétropropagation du gradient. Capable d'apprendre presque n'importe quoi. Potentiellement, oui, mais ça demande souvent beaucoup de données, un réglage fin des hyperparamètres, nombre de couches, de neurones, et ils sont souvent vus comme des boîtes noires, difficiles à interpréter. Il y a aussi les réseaux RBF, à fonction de base radiale, une autre architecture. Ok. Un domaine spécifique où prédire est crucial. Les séries temporelles. Prédire le futur à partir du passé. Y a-t-il des modèles dédiés? Important de régression, on veut prédire la valeur future d'une quantité, vente, température, en fonction de son historique. Les sources mentionnent surtout deux approches. ARIMA? ARIMA, autorégressive intégrée moving average, c'est le modèle statistique classique. Il prédit la valeur actuelle YT en combinant ses propres valeurs passées, AR, les erreurs passées, MA, et après avoir potentiellement différencié la série, I
pour la rendre stationnaire. Stationnaire, c'est-à-dire sans tendance, variance constante. Voilà, c'est une condition pour Arima. C'est solide, mais ça demande un peu d'expertise et ça peut être rigide. Il y a des variantes comme Sarima pour le saisonnier, Arimax avec d'autres variables. Et l'autre approche mentionnée? C'est Prophet, développé par Facebook Meta. C'est plus récent, souvent plus simple à utiliser. C'est un modèle de régression qui décompose la série en tendances, qui peut changer de pente, saisonnalité annuelle, semaine, et effet des jours fériés. Il gère pas mal de choses automatiquement, on dirait. Oui, il détecte les changements de tendance, gère les données manquantes, etc. C'est assez pratique pour beaucoup d'applications métiers. Il y a aussi les méthodes de lissage exponentiel, SES, DES. Pfiou, quelle diversité d'outils. Devant tout ça, la question qui tue. Comment on choisit? C'est quoi les critères importants? Ah, la question à 1 million. Il n'y a pas une bonne réponse, ça dépend tellement du contexte. Mais on peut lister des critères clés. D'abord, la performance brute. Précision du modèle, rapidité d'entraînement et de prédiction, robustesse aux outliers. Et ensuite? Ensuite, et c'est souvent tout aussi crucial, l'interprétabilité. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi le modèle donne ce résultat? C'est vital pour la confiance, pour expliquer, pour agir. Parfois, on préfère un modèle un peu moins précis, mais transparent, à une boîte noire super performante. C'est le fameux compromis biais-variance qui revient encore et toujours. Exactement. Les modèles simples ont souvent un biais élevé, mais une faible variance. Les modèles complexes, c'est l'inverse. La régularisation, les ensembles, tout ça cherche le juste milieu. Et puis, il y a le rasoir d'Occam. À performance égale, préférons le plus simple. Il sera sans doute plus robuste et plus facile à maintenir. Très clair. Alors, pour résumer ce voyage, on est parti de la ligne droite de la régression linéaire. On a vu comment la booster avec la régularisation Ridge, l'ASSO et la réduction de dimension comme la PCR. Puis on s'est aventuré dans les courbes et les relations complexes, polynomiales, GLM-GM, et les approches non paramétriques comme Mars. Sans oublier l'intuition des KNN, la force du nombre, avec les méthodes d'ensemble, Random Forest, Boosting, et la puissance d'apprentissage des réseaux neuronaux. Incroyablement riche pour aborder les problèmes de prédiction numérique. Tout à fait. Et le choix de l'outil, ce n'est pas juste technique. Ça dépend des données, de l'objectif précision ou compréhension, des contraintes. Il n'y a pas de meilleur algorithme universel, juste le plus adapté à la situation. Ce qui soulève une réflexion intéressante pour notre auditoire. Exactement. On vous laisse avec cette question. Si on pense à un domaine précis, à un problème qui nous touche, comment est-ce que le choix entre, disons, un modèle hyper précis mais un peu opaque, comme un XGBoost ou un réseau neuronal, et un modèle plus simple, peut-être un chouïa moins performant, mais bien plus clair, comme une régression linéaire ou un lasso, comment ce choix pourrait influencer non seulement la prédiction elle-même, mais aussi notre confiance dans cette prédiction, et finalement les décisions qu'on prendrait? C'est une question qui dépasse les maths, en effet. À méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.